Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la solution de la série qui porte sur la mole et les grandeurs molaires. L'entête de cette série comporte des données de masse molaire et je rappelle toujours que grâce à cette ligne, on peut résoudre toutes les questions sur le sujet. Commençons par le premier exercice où on demande de calculer les masses molaires des molécules suivantes. Alors pour le CO2, on sait que la masse molaire de CO2, c'est 1 fois la masse molaire de C plus 2 fois la masse molaire de O. Lorsqu'on applique les calculs, on trouve 40 grammes-mol par litre. La masse molaire de NaCl se calcule elle aussi de la même manière, ainsi que H2SO4, etc. Ici, je dois insister pour cette molécule de sulfate d'aluminium, c'est que je dois multiplier par 2 la masse molaire de l'aluminium et je vais multiplier par 3 la masse molaire du soufre et par 12 la masse molaire de l'oxygène. On trouve finalement le 342 grammes par mol. Je rappelle ce dont on doit se rappeler fortement, c'est cette ligne dans laquelle on peut dire que la quantité de matière d'une espèce chimique est égale à grand N sur Na. Grand N, c'est le nombre de particules qui forment l'échantillon. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Est égal aussi petit m sur grand M. Alors, grand M, c'est la masse molaire. Petit m, c'est la masse de l'échantillon. Ce petit m, on peut l'avoir en utilisant la masse volumique, la formule de la masse volumique. Cette masse volumique, si on n'en dispose pas, alors on utilise l'expression de la densité. Ça veut dire que la masse volumique du corps, c'est la densité multipliée par ρ de l'eau. ρ de l'eau, c'est toujours 1000 grammes par litre. Par la suite, s'il s'agissait d'un gaz, qu'on considère toujours comme étant un gaz parfait, c'est la quantité de matière, c'est le volume occupé par le gaz sur le volume occupé par une mole de gaz. Il ne faut pas oublier que la formule du volume molaire, c'est Vg sur N ou bien c'est RT sur P. Ceci vient de la formule qu'on appelle équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. La masse molaire, c'est la masse molaire d'un composé AX, BY, c'est X fois la masse molaire de A plus Y fois la masse molaire de B. Finalement, et quant aux concentrations, pour calculer la quantité de matière du soluté avant qu'il ne se dissout, on peut utiliser C fois V. Mais si on veut déterminer la concentration d'une espèce particulière présente dans la solution, on met le symbole de cette espèce entre crochets et je multiplie par V. Ça me donne la quantité de matière de X. Ne pas oublier bien évidemment la formule de dilution, c'est la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. Autrement dit, la concentration initiale fois le volume initial est égale à la concentration finale fois le volume final. Cette formule ou bien cet écran va nous accompagner le long de cette série. On passe à la deuxième question de cet exercice, déterminer la quantité de matière contenue dans un échantillon de fer de masse 11,2 g. D'après l'écran qu'on avait vu, N, c'est petit m sur grand M. Un calcul direct me donne de 0,2 mol. Déterminer la quantité de matière que renferme 11,2 litres de gaz CO2. Étant donné que tous les gaz occupent le même volume, on parle alors du volume molaire à certaines conditions de température, ou bien on doit calculer, ou bien il doit nous être donné. Maintenant, on ne donne que le volume molaire, c'est 24 litres par mol. Toujours selon la formule, la quantité de matière, c'est V du gaz sur Vm, ou bien la masse sur la masse molaire est égale à V du gaz sur Vm, on peut toujours trouver la solution. Ainsi, on remplace et on trouve. Il ne faut pas oublier que le volume doit être exprimé en litres, puisque celui-là est exprimé, le volume molaire est exprimé en litres par mol.
Dans la quatrième question du premier exercice, on nous demande de calculer la quantité de matière du chlorure de sodium contenue dans 0,1 kg. Là, il faut la convertir en grammes. Sachant que 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes, ceci veut dire que 0,1 kg, c'est 0,1 fois 10 à la puissance 3 grammes, qui vaut 100 grammes. Sachant que la masse molaire de NaCl, c'est 58,5, donc on calcule, on trouve que c'est 1,71 mol. On nous demande maintenant de calculer la masse de 0,6 mol d'acide sulfurique, et on nous donne la formule. Donc, ayant en tête cette formule, on nous demande la masse et on dispose de la quantité de matière ainsi que la masse molaire. Donc, automatiquement, on utilise n égale petit m sur grand M. On fait produit des extrêmes égale produit des moyens et on aura la valeur de m qui est 58,8 grammes. Une autre question, déterminer le volume de 3,2 mol de gaz dihydrogène H2. On prend Vm, c'est 22,4 litres par mol. Lorsqu'on nous a évoqué le volume du gaz, donc automatiquement on doit penser à la formule N égale V sur Vm, V du gaz sur Vm. Pourquoi j'ai mis ici gaz? Pour ne pas se tromper, parce qu'il y a le volume d'un corps quelconque, solide, gaz ou liquide. Il y a aussi ici le volume de la soluté, ou bien de la solution. Donc, cette formule n'est valable que pour le volume de l'état gazeux, V du gaz. Donc, il suffit de faire N fois Vm égale V, donc produit des extrêmes égale produit moyen, on trouve 71,68 litres. Passons à l'exercice 2, comme ça c'est mieux. La question est, quel est le pourcentage massique des différents éléments constituant le carbonate de sodium? Faisons un rappel sur la chose. Considérons la molécule AXBY, formée de de l'élément chimique A et de l'élément chimique B. On se demande quel est le pourcentage de A en B. Enfin, le pourcentage de A dans cette molécule. Ça, c'est une question vague, puisqu'on doit préciser, est-ce qu'on parle du pourcentage statistique ou bien du pourcentage massique? Pour illustrer la chose, je vais prendre un exemple simple. Ainsi, je vais considérer la molécule d'eau. Je vais schématiser l'atome d'oxygène comme ceci et celle de l'hydrogène comme cela. On avait déjà vu que la molécule d'eau a une certaine géométrie dite coudée. Statistiquement, on a 3 atomes. Celle de l'oxygène, enfin celui de l'oxygène, et les hydrogènes. On a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. J'ai donc un atome sur 3 d'oxygène et 2 atomes sur 3 d'hydrogène. Ça veut dire que le pourcentage statistique de l'oxygène, c'est 33,3% et celui de l'hydrogène est 66,7%. Donc, c'est un pourcentage en éléments chimiques statistiques. Que peut-on dire maintenant du pourcentage massique? D'après la relation de la masse molaire, le taux de participation de l'hydrogène dans la masse est ce terme divisé par la masse totale. Et celui de l'oxygène est cette masse, la participation, divisée par la masse totale. Donc, le pourcentage de l'hydrogène est de 11%. Ce pourcentage est massique. Et le pourcentage massique de l'oxygène est 89%. Donc, pour l'eau, le pourcentage massique en oxygène est de 89% et le pourcentage massique de l'hydrogène, c'est 11%. En général, pour la molécule AX, BY, le pourcentage statistique, c'est-à-dire qui concerne les éléments, bien les particules qui forment la molécule, c'est tout simplement X sur X plus Y pour A et Y sur X plus Y pour B. Mais pour la masse, le pourcentage de A, c'est la masse X fois la masse de A, c'est-à-dire la participation de A dans la masse, donc c'est X fois la masse molaire de A sur
la masse molaire de AX, BY. Idem, le pourcentage de masse en B de la molécule, CYMB. On peut donc noter le pourcentage de A, tout ayant en tête bien sûr le pourcentage massique. Celui-là, on peut le noter par P. À ce que je sache, il n'y a pas de notation privilégiée ou autre. Donc c'est une convention, on peut changer. Mais quand on travaille avec une telle ou telle, avec un tel ou tel pourcentage, on doit respecter la notation qu'on se proposera. Il n'y a pas de problème. Ainsi, si on considère cette molécule, Na2CO3, on parle du pourcentage en masse. Donc, je calcule la masse molaire. La masse molaire, c'est 2 fois la masse molaire de Na, plus la masse molaire de C, plus 3 fois la masse molaire de O. Donc, l'application numérique, ça me donne Ra106. Donc, en appliquant les formules de tout à l'heure, j'aurai le pourcentage de Na, et soit donc le rapport, lorsque je multiplie par 100, j'aurai le résultat en pourcentage. Attention, le pourcentage, ce n'est pas une unité. Je vous rappelle que ce symbole est égal à 1 sur 100. Je n'ai pas besoin d'écrire ici le 1 pour dire que 1%. Le pourcentage, ce symbole, ça veut dire tout simplement 1 sur 100. Donc, je pense que le pourcentage en masse, on s'était mis d'accord sur cette notation dans cette série, mais ailleurs, on peut avoir d'autres notations. L'essentiel, c'est de comprendre ce que ça veut dire le pourcentage massique et le pourcentage statistique, ou bien particulier si vous voulez. Bien, la question suivante est: quel est le pourcentage en nombre d'atomes des différents éléments constituant le carbonate de sodium? Ben, je pense que c'est clair. Le nombre total de particules, ou bien le nombre total d'atomes qui forment cette molécule, c'est 6. Il y en a 2 de sodium, donc le pourcentage statistique du sodium, c'est 2 sur 6, c'est 33,3. Celui du carbone, c'est 1 sur 6, tout simplement. Et celui de l'oxygène, c'est 3 sur 6. On arrive à l'exercice 3. Ils nous disent que une boîte de sucre contient la masse M1, c'est 1 kg de saccharose de formule. Bon, ils nous donnent la formule. La quantité de matière correspondante est 2,92 mol. Donc ici, je n'ai pas fait attention. Ils nous disent de calculer la masse molaire de deux manières. Bon, voici la première manière. Et que pensez-vous de la deuxième manière? Eh bien, tout simplement, en utilisant cette formule. N, on nous donne la quantité de matière, on nous donne la masse, donc il suffit de faire produit des extrêmes égale produit des moyennes. Et bien voilà, tout calcul fait, on va trouver 342,47 grammes par mol. Je vérifie les données pour voir là cette différence. Bon, pour avoir la valeur pratiquement exacte, alors on aurait dû prendre 2,924, ça donne à peu près la même valeur. Donc dans ce cas, on aura le 341,99, donc c'est pratiquement 342. Alors la deuxième question, quel est le nombre N de molécules de saccharose dans la boîte? On a N et on cherche grand N. Donc je peux tout simplement utiliser cette relation, N est égal à N sur Na, donc grand N est égal à petit n fois Na, ou bien utiliser cette égalité, grand N sur Na égale petit m sur grand M, et dire que grand N, c'est petit m sur grand N fois Na. Donc, vous constatez que c'est comme un jeu, on est en train de jongler avec cette formule. Donc voilà, tout calcul fait, on trouve 5,9110 à la puissance 23 molécules. En déduire la masse d'une molécule de saccharose, étant donné la formule dont on dispose, N, c'est le nombre de particules dans l'échantillon. On ne dit que une molécule, donc il suffit de remplacer grand N par 1. Ceci veut dire que petit m sera exactement la masse d'une molécule. Donc lorsque je remplace n par 1,
petit m, c'est la masse d'un échantillon formé d'une seule particule, d'une seule molécule, et on trouve 5,68 10 à la puissance 22 grammes. Il ne faut jamais oublier les unités. Bon, juste pour avoir une idée, désolé pour ce dollar, juste pour avoir une idée, on nous donne un grain de riz, un seul grain de riz, qui pèse 0,020 grammes. Alors, on nous demande de calculer la masse du même nombre, grand N qu'on avait trouvé auparavant, du même nombre, c'est-à-dire 5, de grains de riz. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La masse totale, c'est le nombre de grains multiplié par la masse d'un seul grain, ce qui va me donner 1,182 10 à la puissance 16 tonnes. C'est énorme. Rapidement, je vous rappelle qu'une tonne, c'est 1000 kg. Passons maintenant à l'exercice 4. Deux liquides ont un même volume, V1 égale V2 égale 100 ml. La masse du premier liquide est M1, 81 g. La densité du second liquide et des deux est égale 0,915. Lorsqu'on regarde les données, ceci va nous envoyer, bien sûr, à la formule clé. On nous donne la masse, mais attention, on ne nous donne pas le volume du gaz, on nous donne le volume du liquide. Donc, le volume du liquide entre dans cette formule, à l'aide de laquelle on peut calculer cette formule. Ou bien, si j'ai envie de calculer le volume, je peux utiliser la formule de la masse molaire. Et si j'ai pas, la masse volumique, et si je ne dispose pas de la valeur de la masse volumique, je peux la calculer en utilisant la densité du liquide ou bien du solide, surtout pas du gaz. Ben voilà, calculer la masse volumique pour 1 du premier liquide. On nous donne la masse et le volume, il suffit que je divise. Mais attention, le volume doit être converti en litres pour trouver la solution en grammes par litre. Ça va nous donner 810 grammes par litre. N'oublions pas, s'il vous plaît, que 1 millilitre, c'est 10 à la puissance moins 3 litres. Ceci veut dire que petit m dans les unités représente la fraction 0,001. Bien sûr, je dois omettre le 1 qui a été ici. Donc, petit m, c'est milli, c'est une fraction de 1000. C'est 0,001 ou bien tout simplement 10 à la puissance moins 3. Donc, millilitre veut dire 10 moins 3 litres. La deuxième question est calculer la masse volumique ρ2 du second liquide. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la densité. D'après la formule que je vous ai montrée auparavant, puisque la densité c'est ρ divisé par ρ de l'eau, donc ρ du liquide c'est D fois ρ. Tout calcul fait, ça me donne 915 grammes par litre. Quelle est alors la masse M2 du second liquide? On a bien sûr la masse, c'est ρ fois le volume, et on trouve 91,5 grammes. Calculer la masse volumique du mélange. Essayons d'expliquer les choses. Je vais considérer le liquide 1 de masse M1 et de volume V1 et un autre liquide de volume V2 et de masse M2. On les transvase dans un même récipient en les mélangeant. On aura un volume qui est V1 plus V2, on suppose, c'est le cas général, et la masse c'est M1 plus M2. Donc, quelle est la masse volumique du mélange? C'est la masse du mélange divisée par le volume du mélange. Donc, c'est M1 plus M2 divisé par V1 plus V2. Donc, voilà, la masse du mélange, c'est M1 plus M2, et le volume du mélange, c'est V1 plus V2. Tout calcul fait, on aura 862,5 grammes par litre. Regardez bien, la masse volumique du premier liquide, c'est 810, et du deuxième, c'est 915. Celle-ci se trouve entre les deux, et ce n'est jamais la somme. Étant donné que la question me demande la masse volumique en grammes par centimètre cube, puis en kilogrammes par mètre cube, essayons d'expliciter ce petit calcul-là. On sait qu'un litre,
c'est 1000 cm3. Donc, au lieu d'écrire ici 1 litre, je vais écrire tout simplement au dénominateur 1000 cm3. Ne serait-ce que, le litre, c'est-à-dire les lettres, je vais les laisser ensemble et les chiffres, je vais les regrouper du même côté. Donc, j'aurai directement la conversion. De même pour kilogramme par mètre cube. C'est exactement gramme par litre. Pourquoi? Parce qu'on sait que 1 litre, c'est mètre cube sur 1000. Donc mètre cube divisé par 1000. Alors avec le 1000, il va monter au numérateur. Et le gramme, c'est 1 kg divisé par 1000. Alors le premier 1000 avec le deuxième 1000 vont se simplifier pour me donner toujours la même valeur. Vous avez sans doute remarqué, j'ai oublié ici un 1000, c'était juste une erreur de frappe. D'ailleurs, il y a pas mal d'erreurs de frappe, mais on s'explique après. Ça, c'est une remarque fondamentale et c'est une remarque très très importante. La masse volumique du mélange n'est jamais la somme des volumes. Donc, on dit que c'est une quantité intensive. La masse volumique, c'est une quantité intensive, ça ne se rajoute pas. Alors, pour pouvoir utiliser l'ancienne et la nouvelle, enfin les anciennes masses volumiques pour exprimer la nouvelle, il faut parler cette fois, mais pas de pourcentage de masse, ni de pourcentage de nombre, mais le pourcentage du volume. Parce que ce qui se mélange, c'est le volume. Donc, si je dis que P1, c'est le volume du liquide 1 sur le volume total, P2, c'est le volume du liquide 2 sur le volume total, donc je peux utiliser la formule, la masse volumique finale, c'est la masse volumique 1 fois le pourcentage P1, plus la masse volumique 2 fois le pourcentage P2, et on retrouve exactement la même valeur. Désolé, j'ai un petit peu grimpé beaucoup. Voilà, c'est exactement la même valeur. Voulez-vous qu'on fasse la démonstration? Eh bien, allons-y. Par définition, la densité, enfin la masse volumique du mélange, c'est M1 plus M2 sur V1 plus V2. En développant le produit, j'aurai M1 sur V1 plus V2 plus M2 sur V1 plus V2. Bon, j'ai parlé du produit parce que ρ peut s'écrire de cette manière. Alors, j'ai ici la masse M1. Que se passe-t-il si je divise par V1 et je multiplie par V1? Idem ici, je divise par V1, V2 et je multiplie par V2. Voilà, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Alors M1 sur V1 multiplié par V1 sur V1 plus V2, M2 sur V2 multiplié par V2 sur V1 plus V2. Eh bien, M1 sur V1 c'est ρ1, M2 sur V2 c'est ρ2. V1 sur V1 plus V2, c'est le taux, c'est le taux de participation du volume V1 dans le mélange. Donc c'est un pourcentage de volume. Et celui-là aussi, c'est un pourcentage de volume. Voilà la formule qu'on avait utilisée rapidement. Donc avec PV1, c'est le pourcentage de participation du volume V1 dans le mélange. Et PV2, c'est le pourcentage de participation du volume V2 aussi dans le mélange. Voilà, ici j'ai utilisé P1 et P2. Attaquons maintenant l'exercice 5. Que dit cet exercice? L'éthanol C2H6O est l'alcool utilisé comme antiseptique local. Sa masse molaire est grand M, donc on nous donne grand M, et sa masse volumique c'est ρ. Donc à l'aide de ρ, je peux déterminer petit m, et puis à chaque fois je vous montre ceci parce que j'espère que vous l'avez bien retenu. Alors, à l'aide de ρ, je peux déterminer la masse, et à l'aide de la masse divisée par la masse molaire, je peux déterminer la quantité de matière. Si jamais il me donne la quantité de matière, je peux même calculer m. Sinon, on me demandera de calculer le nombre de particules, ou bien le nombre d'unités dans l'échantillon. Si ça passe à l'état gazeux, je peux calculer le volume du gaz, connaissant bien sûr le volume Vm. Si je ne connais pas le volume Vm, et il me donne les conditions de température et de pression, donc je peux le calculer, puis remonter à remplacer ici et calculer
N, etc. Donc il ne faut jamais oublier que cette leçon, la chimie, enfin 50% de la chimie, n'est qu'un jonglage avec cette formule. راه التلميذ اللي ما حافظش هاد la formule ne fera jamais rien en chimie. Ça, je vous le garantis. Donc voilà. La question, j'ai pas, voilà. Quelle est la quantité de matière N, voilà, d'alcool contenue dans un flacon d'alcool pharmaceutique de volume V est égal à 250 millilitres, pardon. Alors il faut faire attention. Dois-je convertir? Eh bien non, parce que millilitre va simplifier avec millilitre, donc ça va partir, il n'y a pas de problème. Sinon, je peux convertir, il n'y a absolument aucun problème. La relation à utiliser, c'est petit n est égal à petit m sur grand M, et puis m, c'est ρ fois V. كان عندنا واحد لا فليش الفوق فيها D, فيها ρ, donc ρ est égal à m sur V, donc m est égal à ρ fois V, et je remplace. Je trouve 4,24 mol. Ça, c'est petit m. Calcul simple. L'éther éthylique de formule CADA, bon, était jadis utilisé comme antiseptique. Sa masse molaire est, voilà, et sa densité est. On nous donne la densité D. Donc, je peux remonter à la masse petit m, connaissant bien sûr ρ de l'eau. Donc, je peux arriver à ρ, et à partir de ρ, je peux déterminer petit m. Bon, a priori. Et puis, on souhaite disposer d'une quantité de matière N'. Donc, on nous donne la quantité de matière, c'est 0,2 mol. Quel volume faudra-t-il en prélever? Alors, comme la question précédente, elle est toujours là, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse grand M. La petite masse, c'est ρ fois V. Voici mon inconnu. Alors, je fais remonter le M, parce qu'on a dit N' fois M, et faire descendre le ρ, voilà. Donc, le volume demandé, c'est N' fois M sur ρ. Alors, il faut faire toujours attention aux unités. On ne nous a pas donné ρ, mais on a le D. Donc, sachant bien que D, c'est ρ sur ρo. Donc, la masse volumique de l'eau multipliée par la densité me donnera ρ. C'est la masse volumique. Et ben voilà. Tout calcul fait, on trouve cette valeur. Je répète, il faudra mieux convertir les unités pour être tranquille. Par exemple, aussi vieux que je suis, personnellement, je n'ai pas besoin de convertir. J'aurais pu faire le calcul directement. Mais un élève doit toujours convertir pour être sûr de ses réponses. Mais intelligent, on se trouve intelligent. L'exercice 6. Un ester à odeur de banane a pour formule brute CxH2xO2. La formule brute est aussi appelée formule statistique parce qu'elle dénombre le type et le nombre d'atomes formant la molécule. Le pourcentage massique en oxygène vaut 24,6. Il faut automatiquement se rappeler de la formule du pourcentage. La voici. J'ai deux atomes, donc 2 fois grand M sur la masse molaire. Calculer la masse molaire de cet ester, la masse molaire moléculaire de cet ester, bon, la masse molaire de cet ester. Ok, qu'est-ce que ça va me donner? En utilisant la formule, la formule, j'ai écrit la formule, et voilà, devant mes yeux, apparaît l'inconnu demandé. Donc il suffit que je descende le pourcentage en oxygène et remonter la masse molaire. Le calcul me donne 130,1 grammes. Normalement c'est 130, mais attention, la virgule et les autres n'affectent pas les résultats, parce que en physique et en chimie en général, toutes les mesures, tous les calculs sont confrontés à une certaine incertitude. Donc on ne connaît rien tout à fait exactement, donc il n'y a pas de problème. Déterminer X, en déduire la formule brute de l'ester. Hein, d'accord. Alors, comment est-ce que je peux calculer la formule brute? En utilisant la formule. Laquelle, et ben voilà, la masse molaire de AXBY est égale à XMA plus YMB. Pourquoi on n'avait pas utilisé cette formule au début? Tout simplement parce qu'on n'a pas le X.
la plupart des élèves, qui se mettent à calculer la masse molaire, allez, ils écrivent, directement, ils écrivent cette formule. Alors, devant l'inconnu, il reste bloqué. Ben non, lorsque une formule ne me donne pas, ne me satisfait pas, je cherche une autre formule, selon toujours les données. Ce sont les données qui gouvernent notre pensée. Et non pas ce qu'on a retenu. Ce qu'on a retenu, il est normalement incité, excité, sollicité par les données. Donc, à ce stade, en question 1, cette formule ne va pas m'être utile. En l'occurrence, dans la deuxième question, parce qu'il est question de déterminer x, eh bien je l'écris et je remplace les masses molaires par leur valeur. Je trouve que la masse molaire c'est 14x plus 32. Je tire x, c'est la masse molaire moins 32 sur 14, c'est un simple calcul, et je trouve que x égale 7. L'exercice 7, maintenant. Un comprimé contient 500 mg de vitamine C. Là, ça s'appelle l'acide ascorbique, c'est le nom scientifique. J'ai oublié ici une parenthèse. Bon, je suis désolé si vous trouvez des erreurs au niveau du manuscrit, mais j'essaie de gagner du temps et puis c'est pas tout à fait facile d'écrire et de préparer les choses, mais je m'en excuse. Quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique? Paf, dans ma tête, j'ai cette formule, j'essaie de l'appliquer puisque je connais la valeur de x et celle de y. Donc, je connais toutes les masses molaires des atomes dont je dispose, je connais les coefficients statistiques des atomes, donc automatiquement, je calcule, je trouve 176 grammes par mol. La question suivante, quelle est la quantité de matière d'acide ascorbique dans un comprimé? توجور الحمد لله عندي هاد لا فورمول هي فاش كنفكر انا ملي كنقرا سؤال كنمشي لهاد لا فورمول ما كنمشيش نتخيل لا سيد رانا مشيت للفارماسيان رانا شريتو دقسو حامض نو جو m'en fous hein. J'ai une formule, c'est à l'aide de laquelle je suis en train de réfléchir, je suis en train de répondre. J'ai la masse 500 mg, j'ai la masse molaire, je viens de la calculer, je calcule automatiquement la quantité de matière. Et ben voilà, c'est m sur grand M, c'est 2,8 10 moins 3 mal. Combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé? On me demande combien y a-t-il de molécules. Ben voilà, Gn, c'est grand N sur grand N. Je ne sais pas si est-ce qu'on avait déjà donné le Na, mais ça doit être donné. On n'apprend pas. Le nombre d'Avogadro n'est pas à apprendre, c'est une donnée universelle même. Donc ça traîne partout. Donc voilà, N c'est petit n fois Na. C'est 10 à peu près 1,69, 10 à puissance 21. La question 4. Dans une molécule d'acide ascorbique, quels sont les pourcentages en nombre d'atomes des éléments chimiques C, H et O? Donc dans le tableau, on peut les calculer. Dans toute la molécule, on a 20 atomes, donc peu importe leur type, mais statistiquement j'ai 20 atomes. 6 plus 6, ça fait 12, plus 8, ça fait 20. J'ai 6 atomes de carbone, donc le pourcentage moléculaire, le pourcentage statistique, c'est 6 sur 20. Pour l'hydrogène, c'est 8 sur 20. Et pour l'oxygène, c'est 6 sur 20. Et puis maintenant, on passe au pourcentage basique. Rien à voir. Rien à voir. C'est 6 fois 12 divisé par... Donc, on avait déjà expliqué. C'est pas la peine de perdre de la salive là-dessus. Voilà, c'est clair. Voilà, une question... je sais pas, ça... Ouais. L'orange contient de l'acide ascorbique. D'accord? Une orange moyenne contient la masse petit m, en milligrammes bien sûr, de vitamine C. Combien d'oranges moyennes faudra-t-il manger pour absorber autant de vitamine C qu'en contient un comprimé? Eh bien, il suffit de dire tout simplement si x est le nombre des oranges à consommer, pour former le 500 mg, il suffit de diviser 500 mg sur la quantité que contient une seule orange. Et ben voilà, x est 500, c'est 36,2, c'est 7,8 oranges. Disons pour les gourmands, 8 oranges. Pas à la fois, mais bon.
L'exercice 8, calculer le volume occupé par la masse M1 du dioxyde de carbone, pardon, dans les conditions normales de pression et de température. Si vous vous rappelez dans le cours, les conditions normales, ça veut dire tout simplement la température c'est 0 degré C, donc on doit la convertir en 273 Kelvin, et la pression c'est une atmosphère, et puis c'est tout. Donc le volume molaire Vm c'est RT sur P. En mètres cubes s'il vous plaît, hein. Puis on la convertit. Généralement on donne le volume, l'expression, pardon, la valeur du volume. Je reviens à la formule magique. On nous donne la masse et la masse molaire, on nous demande le volume et on nous donne le volume molaire. Donc, c'est clair que je vais utiliser cette partie de l'égalité. Maintenant, si on prend cette quantité et on la libère, sous la pression atmosphérique. Alors, quel est le volume qu'elle va occuper? C'est trop simple. On utilise toujours la même égalité en remplaçant la masse par sa valeur 10 kg, en la convertissant bien sûr en grammes, puisque la masse de l'hélium c'est 4, hein, c'est donné en haut. La masse de l'hélium c'est 4 grammes par mol, et puis c'est 22,4 litres. Tous les calculs faits, je vais trouver 56 mètres cubes. C'est énorme. Alors la question, combien y a-t-il de mol dans le volume 4,2 du gaz carbonique pris dans les conditions normales de pression et de température? Et puis quelle est la masse de ce volume? Bon, il suffit d'utiliser la même formule. On nous donne N et on nous demande le volume. Donc c'est ça. On nous donne le volume, le volume molaire, alors on tire directement le nombre de mol. Si on cherche la petite masse, j'utilise l'autre partie de l'égalité. N est égal à petit m sur grand M, donc petit m est égal à grand M fois N. La question, 1 litre d'un gaz pris dans les conditions normales de pression-température pèse 3,17 grammes. Quelle est la masse molaire de ce gaz? On nous parle du volume, donc automatiquement je le dis d'un gaz, donc je le divise par Vm, est égal à petit m sur grand M. Pourquoi j'utilise juste cette partie? Parce qu'on me demande la masse. Et bien je tire la masse molaire, donc je fais remonter grand M, je descends grand V et je remonte grand Vm, donc c'est ça. Sous calcul fait, c'est 71 grammes par mol. Toujours avec les gaz, l'exercice 9, dans les conditions normales de pression et de température, le volume molaire est Vm, c'est 22,4 litres par mol. On dispose de grand N, c'est-à-dire le nombre de molécules de dioxygène. Voilà. Alors, dans l'énoncé, on ne nous a pas donné, Smithsou, j'ai pris cette valeur comme ça, j'ai pris cette valeur. Ça n'a pas été donné, mais c'est pas grave. Donc, petit n, c'est grand N sur Na, et on calcule. Calculer la masse du dioxyde correspondante, ou j'utilise petit n, c'est petit m sur grand M, et je calcule. Calcule le volume, j'utilise petit n, c'est V sur Vm, et je calcule. Désolé, je reviens à la formule, c'est ça. Lorsqu'on nous donne grand N, je divise par Na, j'ai la quantité de matière. Si je cherche la masse, alors je multiplie petit n par la masse molaire et j'ai la petite masse. Si on me demande le volume, je multiplie petit n par le volume et j'aurai le volume. Jusqu'ici, personnellement, je ne vais pas travailler avec vous, les enfants. Je ne vais pas travailler la partie concernant la solution jusqu'à ce qu'on fasse la dernière leçon concernant les transformations chimiques. C'est là où ça devient intéressant. Sinon, ces formules suffisent. Alors, en déduire le volume d'air correspondant. Là, je jure que je n'ai pas bien compris cette question. Est-ce que le volume d'air qui contient cette quantité de matière d'oxygène, sachant bien que l'oxygène occupe le 1/5, donc il suffit de multiplier par 5. Sinon, le volume d'air pris dans les mêmes conditions. Là, sincèrement, je n'ai pas compris. Pardon?
Alors, la réponse que j'ai donnée, en considérant le gaz comme étant parfait, alors le O2 et l'air occupent toujours le même volume, donc la même quantité de matière. Parce que le mot correspondant n'est pas très clair. Lors de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et le zinc, on recueille un volume V, 55 ml de dihydrogène sous pression P et une température θ. Déterminer la quantité du dihydrogène ainsi obtenue. Bon, on a N est égal à V sur Vm. Avec Vm, c'est RT sur P. Donc, le calcul de Vm me donne cette valeur. Mais en mètres cubes, j'ai dit, attention, je l'ai converti en litres. Après, il suffit de diviser le volume par le volume molaire qu'on a calculé. Enfin, le dernier exercice. Deux compartiments sont reliés par un tube de volume négligeable. Pourquoi? Parce que on peut négliger cette partie de volume, parce que le volume total, c'est le volume des deux compartiments plus celui du tube. Mais puisqu'on néglige le volume du tube, ça y est, le volume total, c'est V1 plus V2. Alors, muni d'un robinet, pourquoi? Parce qu'au départ, on emprisonne la première quantité d'air et la deuxième quantité d'air, chacune dans son récipient. Chacun des deux compartiments contient une quantité donnée du même gaz parfait, donc on prend le même gaz. Donc on aurait dû prendre deux gaz différents, mais ce n'est pas un problème. La température des deux containers est 27 degrés, donc on travaille sous température constante. La pression P1 et le volume V1 du premier compartiment sont les suivantes, respectivement 2,5 pascal et 2,2 litres. La pression P2 et le volume V2 dans le deuxième compartiment sont donnés. Voilà. Et puis R, c'est 8,314. Ce dont on doit se rappeler pour un gaz parfait, c'est tout simplement PV égale nRT. Si besoin est de calculer N, eh ben je la tire de cette formule. Si j'ai besoin de T, je la tire aussi. Si besoin est de déterminer P, eh ben je fais. Donc je ramène le V de l'autre côté. Ici, on nous demande de calculer les quantités de matière N1 et N2 du gaz dans chaque conteneur. Et ben voilà, c'est très simple. On a P1V1 est égal N1 RT, donc N1, je ramène le RT. Application numérique, je trouve 0,16 mol. Attention, la température doit être exprimée en Kelvin. Idem pour le deuxième compartiment, j'aurai 0,2 mol. Désolé s'il y a une erreur de calcul, mais ce qui m'intéresse pour moi, c'est l'idée et bien sûr l'explication. J'espère que vous aurez compris à la fin. J'espère bien. La deuxième question, on ouvre le robinet. Alors là, les deux gaz vont se mélanger. Déduire le volume total VT occupé par le gaz. C'est clair, V total, le volume total, c'est V1 plus V2. Idem pour la quantité de matière totale. La quantité de matière qui occupe le volume total, c'est N1 plus N2. On dit que le volume et la quantité de matière sont de grandeur extensive, c'est-à-dire on peut les ajouter. On trouve bien sûr que V total, c'est 7 litres. Déterminer la pression finale. La pression du gaz lorsque le robinet est ouvert. Qu'ils me disent la pression totale ou la pression finale, c'est la même chose. Mais en fait, le mot total va m'enduire dans le tort. La pression et la température ne sont pas additives, ne sont pas extensives. Ce sont deux grandeurs كنقولوا intensives. يعني هما اللي كيفرضوا رسوم. ما كنديروش لهم حنا لا somme. Il faut les calculer. C'est pour cela que, en considérant le gaz comme étant total, le gaz comme étant occupant le volume total, avec la quantité de matière N totale, la pression finale, donc puisque le résultat d'un mélange de gaz parfait est aussi un gaz parfait, donc P final fois V total est égal à N total fois RT. Et bien je calcule la pression. Voilà, un calcul simple me donne 1,29 10 à la puissance 5 pascal. Ce n'est absolument pas la somme des pressions.
ce n'est absolument pas la somme des pressions, parce que la pression l'oulania, c'était comment? C'était 2,5. La deuxième, c'est 1. Donc, si on faisait la somme, on aurait 3, et ça, c'est faux. On ne somme jamais ni la pression, ni la température. On ne somme que le volume et la quantité de matière. Alors, sur ceci, je vous souhaite bon courage et bonne chance, et à bientôt.